Bonjour à tous et merci de rester avec nous pour la suite. Je tenais à remercier déjà pour commencer nos 4 intervenants qui nous ont proposé des présentations très intéressantes et très instructives. Donc merci beaucoup à vous. Et puis donc le but de cette partie, c'est un peu de vous permettre d'avoir un moment de discussion informel avec donc entre les 4 intervenants et le public, entre les 4 intervenants, si vous avez des questions les uns pour les autres. Et puis voilà, on a déjà quelques discussions, évidemment une question d'actualité. Comment est-ce que vous avez été influencé par la pandémie et votre avis sur le jeu de rôle en ligne? Je crois qu'on en a discuté avant. Il y en a 2 parmi vous qui ont réussi à ne pas encore devoir pratiquer le jeu de rôle en ligne. Ouais. Je ne sais pas comment vous faites. Du coup, on va peut-être commencer avec Morgane et Melville. Vous avez des avis. Comment est-ce que vous avez fait avec le jeu de rôle en ligne? Ça vous plaît? Ça se passe bien? Après vous, très cher. Vas-y, Melville. Ah bah, ok, allez, c'est parti. Alors, moi, quelle a été l'influence de la pandémie? Alors, chez moi, elle n'est pas neutre parce que j'ai eu la bonne idée de faire une reconversion professionnelle il y a 2 ans dans la restauration. Autant vous dire que j'ai du temps libre. Donc, j'ai beaucoup écrit depuis 1 an et j'ai publié un certain nombre de jeux et des participations et des trucs. Donc, holistiquement, c'est faste et c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. La pratique en ligne, j'en avais déjà avant, en fait. Il se trouve que j'ai... enfin, en plus de ma reconversion professionnelle, j'ai bougé géographiquement. Euh, donc, je savais que de toute manière, j'aurais une pratique en ligne parce que là où je m'installais, j'avais pas encore beaucoup de réseaux et il n'y avait pas nécessairement des rôlistes. Et moi, j'ai un certain nombre de camarades rôlistes, que ce soit là où j'étais installé avant ou ailleurs en France. Donc, j'avais déjà une pratique en ligne régulière. De ce point de vue-là, ça n'a pas eu une influence énorme. Je crois que je joue plus depuis le début des premiers confinements que je ne jouais avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un report assez massif sur le jeu en ligne de la part de gens qui jouaient déjà, mais aussi beaucoup de gens qui ne faisaient pas de jeu de rôle qui s'y sont mis. Donc je trouve que les communautés, notamment les communautés en ligne, sont particulièrement vivantes en ce moment, qu'elles sont inventives, qu'il y a beaucoup de joueuses, que les publics sont en train de se diversifier à grande vitesse. Bref, holistiquement parlant, je trouve que c'est un moment plutôt intéressant, en fait. Ok, Morgane, tu rejoins cet avis? Alors, oui, même si la pratique est différente, en fait, moi, le jeu de rôle en ligne, j'en faisais avant la pandémie, etc. Parce que notamment, j'ai eu le plaisir de faire des parties avec Volsung sur le site de D6 Plus Cool, qui ils font Un essentiellement excellent du site qu'on TDTA, mais recommande grandement. ouais, en fait, ils montent les parties de jeux de rôle comme si c'était des feuilletons radiophoniques. Donc ça s'écoute vraiment très très bien. Donc j'ai fait une campagne de Monster of the Week avec lui, j'en fais plusieurs parties. Donc en fait, j'avais déjà commencé le jeu de rôle en virtuel. Et pour moi qui suis un peu isolée des grands centres urbains, parce qu'avant je faisais du jeu de rôle, mais effectivement, comme j'étais proche de Paris, j'avais du monde, mais là où je suis, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Donc du coup, moi, le jeu de rôle en ligne, ça m'a permis de continuer à avoir une pratique de jeu de rôle moins importante, c'est aussi une question de temps. Donc moi, le jeu de rôle en ligne, ne serait-ce que pour excentrer le jeu de rôle des centres urbains et du public des centres urbains, et éventuellement, voilà, effectivement, permettre de toucher juste des publics qui ne sont pas les publics classiques qu'on voit en jeu de rôle, à savoir les gens qui ont fait globalement, qui ont un niveau d'études globalement au-dessus du bac, des études sup, des hommes, des blancs. Et pour rien, c'est comme ça, hein, mais voilà. Enfin, la sociologie du jeu de rôle, je pense, a beaucoup de choses à y gagner. Donc là-dessus, je rejoins Melville. Après, moi, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire que moi, de toute façon, j'ai fait un burn-out et une dépression professionnelle, donc j'étais confinée avant le confinement, donc pour moi, ça n'a juste rien changé. À la limite, si, du coup, il y avait plus de gens en ligne, du coup, je me sentais un peu moins seule, et donc, du coup, en fait, je fais plus de jeux de rôle
je fais plus de jeux de rôle, ne serait-ce que parce que les gens ont plus de temps pour ça aussi. C'est l'avantage d'être confiné, hein. Donc du coup, j'ai recommencé une campagne d'Imperium, qui est un excellent jeu de rôle inspiré de l'univers de Dune, gratuit en plus, c'est vraiment bien. Voilà, et puis ça me permet voilà, de reprendre du jeu de rôle en campagne. Et par contre, contrairement à Melville, moi je suis assez peu présente sur les communautés, parce que du coup, je ne suis pas un être aussi sociable. Et puis moi, je suis en reconversion professionnelle pour faire du pain, en fait, j'ai plus le temps. Donc déjà, si j'arrive à caser du temps avec les amis que je connais, j'en suis très heureuse. Mais le jeu de rôle en ligne, moi, je trouve ça très très bien. Enfin, et en plus, parce que ça crée des façons de faire du jeu de rôle qui sont très différentes. Ça permet de réfléchir, faire du game design sur comment on fait des jeux de rôle spécifiquement adaptés à la distance. Et pour ça, je renvoie au petit concours, un petit JDR dont j'ai parlé dans ma conférence. Et vous allez voir que pour faire du coaching YouTube, les résultats de ce concours vont vous étonner. Et bah du coup, je manquerai pas d'y aller voir parce que moi, j'ai un peu de peine avec le jeu de rôle en ligne. J'ai une question par contre du coup pour Nathan et Stéphane. Comment vous avez fait pour éviter le jeu de rôle en ligne depuis un an? Ah, Stéphane, on t'entend de nouveau J'allais pas. dire, je Ah suis oui, le seul à pardon. pas l'entendre. Oui, non, j'avais éteint mon micro parce que je tapais au clavier, donc voilà. Donc je disais, j'ai un truc, c'est qu'en fait, je ne joue qu'en convention quasiment. Voilà. Donc ça fait C'est combien de bête, temps hein. que t'as pas fait de partie jeu de rôle? La dernière partie de jeu de rôle que j'ai faite en conf, c'était. Alors, j'en ai fait une avec les collègues de 4D2, Studio 4D2, lors de la convention en ligne Nickel Roll, je crois, je sais plus. Bref, il y en avait une, c'était en début décembre. Mais à part ça, la dernière vraie convention que j'ai faite, c'était à Sierre et c'était en février 2020, juste avant le confinement. J'ai quand même réussi à faire une convention en 2020. Ok, ok, donc le sevrage pour toi, plutôt que le jeu en ligne. Ouais, non, mais en fait, c'est de la pure fainéantise quelque part. J'aurais très bien pu faire du jeu de rôle en ligne, mais voilà, j'ai pas eu envie de m'y mettre, j'ai pas eu envie de chercher, de faire l'effort. Pourtant, je suis allé à la cyberconf, j'ai fait deux, trois autres événements en ligne comme ça, et j'ai jamais voulu sauter le pas en fait. Je dirais que c'est un peu, ouais, c'est un peu de la fainéantise, c'est un peu de la peur de me lancer là-dedans. Puis bon, souvent c'est des jeux qui m'intéressent pas en fait. Quand je vois les listes de jeux, c'est des trucs. Je suis désolé Nathan, mais j'ai pas envie de jouer à D&D 5. La dernière fois que j'ai joué à D&D, il y avait encore une URSS quoi. Ok, Nathan, de ton côté, je pense que ne pas jouer, c'est pas une option quand on fait ça C'est ça. professionnellement. De mon côté, ne pas jouer, c'est pas une option. Après, enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai la chance, on va dire, d'habiter en Suisse où tout est très proche, et donc jamais tellement été confronté au problème du côté des amis sont trop loin pour qu'on puisse faire le trajet pour jouer. Donc ça n'a jamais été tellement une question qui était nécessaire, on va dire, à se poser avant la pandémie. Et puis comme depuis les problèmes de confinement, il y a tout ce projet qui s'est lancé, j'ai passé mon temps à parler de jeux de rôle, que ce soit Donjons et Dragons ou d'autres par ailleurs, tout le temps, tous les jours. Et que c'est vraiment devenu l'entier de ma vie. Et donc forcément, d'un sens, ça calmait un tout petit peu les problèmes de sevrage les premiers mois, et ça a été des longues périodes sans jouer. Et puis par chance, il y a 2-3 conventions qui ont pu être maintenues. Et puis avec pas mal de distance, les clients qui portent le masque et pas mal de désinfection de main, on a pu faire quelques conventions milieu 2020 quand les choses étaient un tout petit peu plus légères au niveau des restrictions pour en convention en faire. Et puis depuis, c'est que les campagnes personnelles que j'ai qui ont pu être maintenues. Chaque fois que les restrictions étaient un tout petit peu plus légères, on pouvait, tant qu'on restait évidemment dans les limites de personnes, caser quelques sessions à faire. Après là, depuis que de nouveau ça s'est réallégé il y a quelques semaines, on a pu recommencer un peu à jouer. Donc, disons, le pire sevrage que j'ai dû avoir, c'était quelques mois tout au plus. Donc de mon côté, jamais vraiment été confronté à la nécessité de devoir passer en ligne, et donc c'est juste jamais arrivé. Mais sinon, je pense que c'est une super opportunité, notamment pour pouvoir jouer avec des personnes qui viennent pas nécessairement de l'exact même milieu culturel
de celui dont on a l'habitude de venir. Ça permet de franchir des frontières ou des grandes distances, de continuer à jouer. Donc je pense que c'est un super outil qui est extrêmement important dans le monde, qui va continuer de se développer. Et puis j'espère pouvoir finir par m'y intéresser et trouver le temps de commencer enfin à pouvoir dire que si je fais partie des joueurs qui jouent aussi en ligne. Ok, au-delà de l'aspect pratique, qui effectivement fait assez l'unanimité avec le jeu en ligne, qu'est-ce que vous pensez que le jeu en ligne peut apporter au jeu de rôle, peut-être dans l'aspect technique? Morgane, tu nous as un peu teasé avec ton concours de jeu de rôle en ligne. Est-ce que tu aurais peut-être une idée, un concept, une utilisation particulière de l'aspect en ligne qui t'a particulièrement marqué? On en a vu pas mal. Moi, j'ai un concept, je ne l'ai pas encore mis en place. On verra si je le fais un jour ou pas. Mais comme Discord notamment permet de faire des multi-salons avec des accès restreints, des choses comme ça, je pense que ça pourrait être très, très, très intéressant. J'aimerais beaucoup faire un jeu puisqu'il y a un média écrit aussi, de faire un jeu sur la censure, c'est-à-dire que les joueurs forment, enfin pas deux équipes, c'est pas le bon mot, mais moi je vais pas se mentir, pendant le confinement, j'ai regardé la série The Liberators sur Netflix, qui est une série sur le débarquement, et du coup moi ça m'a fait penser voilà, au fait que les lettres des soldats, des poilus dans les tranchées, étaient censurées et parvenaient à l'arrière incomplètes. Et l'inverse était vrai. Et je me suis dit, on pourrait faire un jeu comme ça, beau semblant, où une partie des joueurs, il y a toujours un volet qui fait que les informations transmises ne sont jamais complètes, d'un côté ou de l'autre. Et donc, on pourrait faire des jeux de communication comme ça. Alors, ça peut être un jeu d'espionnage. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit au niveau de la guerre, etc., les réfugiés. En fait, il y a plein de thématiques d'actualité qu'on pourrait réutiliser. En fait. Et du coup, ça permet soit de passer par l'audio, c'est-à-dire qu'on peut faire des sessions audio pour les gens qui sont d'un côté, et on peut faire des sessions audio pour des gens qui sont de l'autre côté. Et entre-temps, le médiatexte et les salons séparés, excusez-moi, les chats sont en train de s'égorger derrière, et ben, ça permet effectivement voilà, de faire un jeu en fait sur la non-réception de l'information, parce que bon, souvent sur table, on entend des informations que le personnage n'est pas censé savoir, alors on dit ouais c'est bon, je fais la part des choses, mais en vrai, l'information elle est toujours dans un coin de nos têtes, et c'est vraiment un effort extrêmement intense de pas du tout en tenir compte. Je pense que c'est pas possible. Je pense que on peut se forcer à faire un maximum, mais je pense qu'on peut pas faire un max. Alors que avec Discord, par exemple, bah, on peut. Et du coup, ça doit pouvoir créer des dynamiques de jeu intéressantes. Ok, ça a l'air vendeur. On en parle déjà assez dans l'actualité, donc je propose qu'on passe peut-être à une autre question. Ça c'est une question difficile. C'est quoi le plus difficile à faire bien pour vous en jeu de rôle? Finir. C'est-à-dire? Non, le truc, c'est que avoir des projets, avoir des idées, c'est quelque part, c'est la partie facile. Arriver à mettre tout ça dans une forme que l'on peut publier et de la publier, ça, c'est la partie difficile. Et des fois, bah, c'est hyper compliqué d'arriver à avoir un produit dont on est content. Puis alors, bon, d'une part, il y a les produits qu'on abandonne en route parce qu'on n'arrive pas à avoir la motivation pour les continuer. Et puis, il y a le contraire, il y a le produit qu'on n'arrive pas à sortir parce qu'il n'est pas assez parfait pour ce qu'on a dans la tête. Et quelque part, arriver à pouvoir se dire, à pouvoir lâcher prise, à pouvoir se dire, OK, non, là, c'est bon, on part comme ça. Alors, c'est d'autant plus difficile quand on est tout seul à écrire, mais en fait, même à plusieurs, ça peut être compliqué. Ok, et en tant que MJ, c'est quoi le truc qui te pose problème? Alors, le truc, c'est que mon expérience de MJ, elle est vraiment pas habituelle. Je joue principalement en convention, je joue principalement des jeux que j'ai écrits, et principalement pour présenter ces jeux. Donc là, par exemple, le scénario de Freak Squill que je fais jouer assez régulièrement, bah, c'est un scénario
Là, en 4 ans, j'ai dû le jouer presque 200 fois, quoi. Donc, je le connais par cœur ou presque. Il y a juste, je regarde les pages 2 fois pour 2 tables que je connais pas par cœur, et puis pour un truc qui de temps en temps change un petit peu. Mais fondamentalement, c'est des scénarios que je fais quasiment en roue libre. Donc, je peux pas dire en tant que meneur de jeu le plus dur pour moi c'est ça, parce que fondamentalement, bah, le plus dur presque, c'est d'arriver à choper des joueurs. Ça marche. Mais je suis conscient que j'ai pas du tout une expérience de MJ qui est habituelle, quoi. Non, effectivement, c'est assez atypique. Melville, toi, t'en penses quoi? Tu retrouves aussi le souci de compléter? On sait que tu sors beaucoup de jeux assez régulièrement. Non, moi j'ai pas trop le souci de finir des trucs, mais j'ai un bagage de gestion de projet et je pense que ça m'a un peu marqué. J'adore cocher des trucs dans des listes et, hum, et en fait, quand j'ai commencé à bosser, moi je fais des jeux en format assez court en général, parce que je sais que quand j'ai commencé à bosser sur un truc, j'ai du mal à penser à autre chose. Mais effectivement, ça fait que j'ai sorti 4 jeux, dont 3 en anglais et en français en 2020, et que j'ai sorti 3 jeux et une traduction depuis le début de l'année. Mais oui, ils sont en format plutôt court. J'ai des méthodes de travail qui sont maintenant assez en place, qui me permettent d'avancer vite. Donc, moi, je trouve que le plus difficile aujourd'hui à faire correctement, c'est de suivre la profusion de publications, notamment anglophones, parce que moi, je vous avoue que de On façon est d'accord. générale, les grosses machines encyclopédiques, c'est pas tellement ma came. Euh, et je conçois que ça plaise à beaucoup de gens, mais il se trouve que moi, mes pratiques, elles tournent plutôt sur des jeux qui incluent, et c'est aussi lié à la conférence que j'ai pu faire, tu vois, qui inclut de la construction de personnages, de la construction de groupe, du world building, qui fait que globalement, des jeux qui n'ont pas besoin d'un background très étoffé préalable, parce que ce qui importe vraiment fort, c'est ce qu'on crée à la table. Euh, donc ça change un peu les choses, mais même sur des jeux en format court, et notamment avec l'accélération considérable de la présence holistique sur la plateforme itch.io depuis 1 an et demi, le volume de publications, notamment en publications anglophones, c'est vrai aussi pour les publications francophones dans une moindre mesure, le volume de publications de jeux improbables, inventifs, beaux, surprenants et incroyables. Moi, j'arrive pas à suivre. Et le truc, c'est que une des choses qui m'intéresse en jeu de rôle, moi, c'est euh, l'innovation technique, on va dire, en termes de game design, comment on arrive à développer des outils, à proposer des choses différentes, à proposer des expériences uniques, des expériences imprévues. Mais là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, et c'est difficile de faire le tri. Là, l'intérêt des communautés se fait, notamment un certain nombre de serveurs Discord, où il y a des gens qui ont manifestement une capacité à lire à une vitesse qui est effarante, et qui du coup servent un peu de curateur, et aident à faire le tri, parce que moi je vois bien que je n'arrive pas à suivre tout ce qui sort. C'est incroyable, et c'est vrai sur la scène internationale, mais c'est vrai aussi sur la scène francophone. Enfin, je veux dire, entre Gaël Sacré, Kelleren, Morgane, qui sort un peu moins de jeux maintenant, mais qui sort quand même des jeux formidables. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, hein, mais dans la sphère des indés, là, enfin, ça pullule, quoi. Ça pullule. Et en plus, il y a des effets d'entraînement. Il y a plein de gens qui se disent, OK, on peut s'y mettre. C'était un peu le pareil qu'on avait quand on a monté avec Com et Julien Trop long pas lu, de dire, de montrer aux gens que, hey, vous pouvez faire des jeux, c'est pas si compliqué, et ça ne demande pas 10 ans d'ascèse. Ben, du coup, là, c'est parti, quoi. Ils y sont, mais on n'arrive plus à suivre, en fait. C'est l'enfer. Non, je crois Voilà. qu'on est tous d'accord. Il y a 200 mails de Kickstarter et de Itch qui arrivent chaque jour dans la boîte aux lettres. Ça fait un peu trop. Euh, Nathan, du coup, est-ce que la prochaine étape pour toi, c'est après avoir été MJ professionnel, former des MJ, est-ce que tu vas te mettre à former des créateurs pour donner encore plus d'ampleur? Alors ça, c'est toute une question. Ça fait presque
partie de nos formations pour les MJ, en tout cas qui veulent travailler avec nous, dans le sens où on évolue tous dans un même univers et surtout, dans le sens où l'univers que j'avais commencé à créer il y a des années, ben, on continue de le reprendre. Ça fait une énorme masse d'informations, de personnages non jouables ou des centaines, des milliers qui ont déjà été créés, donc ça fait une encyclopédie quasiment d'informations dans laquelle on peut puiser si on veut. Et puis surtout, ça permet, parce qu'on a quelque chose qui est assez important dans notre manière de gérer en tout cas les interactions entre les groupes, c'est que chaque joueur, chaque groupe de joueurs, chaque campagne arrive dans un même monde qui est partagé. Et souvent à des époques qui sont temporellement extrêmement proches, voire même complètement simultanées. Et donc, il faut que les maîtres de jeu aient des informations, en tout cas, se tiennent à jour sur ce qui se passe dans les autres campagnes, dans le monde dans lequel les groupes se trouvent, juste pour pouvoir garder un univers qui est logique. Parce que si un des groupes a détruit une ville, il faut que cette ville soit détruite pour l'entier des autres groupes. Et ça, c'est assez dur à suivre et ça nécessite justement d'activement apprendre une part aux gens comment créer dans un univers sans que ça dérange les autres maîtres de jeu qui partagent cet univers. Et en même temps, comment le faire d'une manière à ce que ça continue de dynamiser le monde et la suite de la création. Donc c'est quelque chose qu'on fait activement, qu'on continue de faire, mais je pense qu'il va falloir des années avant que je puisse me dire c'est bon, je peux y aller, je vais lancer une formation pour faire créateur d'univers ou de monde ou autre, parce que c'est un projet qui pour moi est tellement titanesque et immense, le fait de créer un monde qui soit intéressant, vivant ou autre, que c'est quelque chose où il me faudra pas mal plus de temps avant d'oser en tout cas le proposer, ça c'est clair. Ok. On a beaucoup parlé de création ce soir, que ce soit pendant la table ronde ou avant. C'est quoi, vous, qui vous pousse à créer? Tu veux commencer, Morgane, parce qu'on vient toutes de parler là. Moi, ce qui me pousse à créer, c'est l'humain, en fait, dans le sens où j'ai envie de dire, c'est l'exploration, mais moi, ce qui me pousse à créer, c'est vraiment je sais pas, c'est d'explorer comment on envisage le monde, qu'est-ce qu'on peut en faire tous ensemble. Je crois que je m'intéresse même davantage aux joueurs qu'aux personnages en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut faire vivre à des gens, aussi divers soient-ils, une expérience qui leur fasse du bien, quoi. Qui leur fasse du bien, qui les invite à réfléchir, à se poser des questions, mais sur leur vie propre. Enfin, je veux dire, moi j'ai un grand cheval de bataille qui s'appelle le jeu de rôle, c'est pas politique. Moi, les gens qui disent ça, je leur tire dessus avec un pistolet à eau. Et non, moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens sortent d'une partie du jeu de rôle, genre monter à bloc en se disant allez, c'est parti là. Et justement, il y en a qui disent ah oui, vous jouez au jeu de rôle pour fuir la réalité. Non, je trouve pas. L'idée, c'est de jouer au jeu de rôle pour mieux investir la réalité. Enfin, ça paraît un peu ambitieux dit comme ça, mais voilà, moi ce qui me pousse, c'est tout ce potentiel voilà, d'observation, d'intelligence, de bienveillance que peuvent avoir les gens pour qu'ils puissent le développer. Et si le jeu de rôle peut être un média pour ça, voilà, allez à Yactest, quoi. Ça me fait marrer parce que cette histoire de fuir la réalité, c'est quelque chose qu'on entend aussi pour les littératures de l'imaginaire, la science-fiction, etc. Moi, je suis plutôt de l'école comme Cory Doctorow, qui est un auteur canadien, qui dit la science-fiction, c'est de la littérature du présent. Probablement pas le seul, mais c'est un de ceux qui le dit. C'est-à-dire que une grande partie de la science-fiction, c'est pas raconter l'avenir, c'est raconter le présent en utilisant l'avenir comme métaphore. Et je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Et quelque part, c'est vrai parce que si on lit maintenant en 2020, en 2021, des bouquins qui ont été écrits par les grands maîtres, Asimov, Heinlein, etc., ben on tombe sur des textes qui sont super datés parce que c'est de la littérature de 1950-1960 qui parle de l'avenir, mais qui parle de l'avenir tel qu'on le voyait à l'époque. Ouais, moi je suis un peu dans les mêmes problématiques que Morgane, je pense. Il y a un truc aussi, c'est
se doter d'outils pour raconter les histoires qu'on aimerait pouvoir raconter à sa table et pour lesquelles il n'y a pas de jeu. Moi, je sais que c'est un déclencheur assez fort de me dire ah bah voilà, c'est comme ça que j'ai fait 3 jours de soleil l'été dernier en me disant j'ai envie de faire un jeu où il n'y a pas d'intrigue et où on parle d'ados qui vont faire du camping pendant 3 jours et puis c'est tout. Et bah, je n'avais pas tellement de jeux pour, donc bah, je l'ai fait parce que maintenant j'ai pris ce mauvais pli-là. Mais parce que derrière, je savais que ça pouvait parler d'humain, de sensibilité, de douceur, de plein de trucs. Et effectivement, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu humain, il y a un enjeu de connexion aux autres. Enfin, Bois dormant parle que de ça. Et un des prochains jeux que je vais sortir s'appelle l'Insurrection et c'est fait pour raconter des révolutions, mais aussi bien chez les elfes que pour faire les gilets jaunes, hein. C'est vraiment les mêmes enjeux. Et parler et des petites histoires d'humains dedans et des grands mouvements sociopolitiques qui sont animés. Ouais, moi je fais du jeu de rôle pour me faire des morceaux de vie en plus. Et si j'ai pas les outils pour me faire les morceaux de vie que j'ai envie d'explorer, ben, j'ai la chance d'avoir acquis les compétences qui me permettent de les fabriquer moi-même. Et, et je pense que c'est vrai pour plein de rôlistes. Enfin, c'est une forme culturelle dans laquelle le do-it-yourself règne depuis environ le début. Enfin, genre, quand Gygax dit si une règle ne vous convient pas, changez-la, c'est vraiment du do-it-yourself, quoi. Et je crois que quasiment tous les gens qui font des jeux de rôle, en tout cas beaucoup des gens qui mènent beaucoup rapidement, boutiquent leurs univers, bricolent leur système, bricolent des mécaniques. Enfin, il est hyper malléable et il demande très peu de matos et très peu de compétences techniques pour s'y mettre. C'est une des grandes richesses, moi, je trouve, de ce média-là. Historiquement, d'ailleurs, il y a des trucs assez fous quand on pense que donc Gygax a publié Donjons et Dragons en janvier 74, et 6 mois plus tard, il y avait déjà des fanzines sur la côte ouest, donc de l'autre côté, lui il habitait du côté de Chicago, donc de l'autre côté des États-Unis, il y avait déjà des fanzines qui proposaient des règles alternatives pour Donjons et Dragons. En 6 mois, quand on pense à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était vraiment des trucs, ça avait traversé les États-Unis à grande vitesse, et il y avait déjà les premières règles de coups critiques, elles datent de cette époque. Ça va vite, mais je crois que c'est un fait qu'on a tous modifié, adapté ce genre les jeux qui nous plaisaient pour essayer de faire en sorte qu'ils nous plaisent encore plus. On arrive déjà au bout de la demi-heure. Je voulais juste entendre peut-être encore Nathan qui n'avait pas pu s'exprimer sur la dernière question. Et puis voilà. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que ce qui me pousse le plus à créer, c'est les joueurs, dans le sens où j'ai beaucoup de peine à créer seul dans mon coin. Dans le sens, je crée pour que ce soit quelque chose de vivant, quelque chose qui soit partagé avec les joueurs autour de la table, une histoire qui soit commune. Et, enfin, si j'ai un problème, moi, c'est que j'ai de la peine à préparer les sessions, et c'est quelque chose que j'ai de la peine à faire. Je ne vais pas préparer les sessions, je prépare le monde autour, me rassurer que je me rappelle où les joueurs étaient, le passé et l'histoire de chacun des personnages, que j'essaie d'être sûr d'être au clair, pour pouvoir ensuite, pendant la session, suivre les joueurs. Et mon processus de création, c'est plutôt du « Oh, chouette qu'il ait envie d'aller parler à ce personnage. Tiens, je me demande qui c'est, je me demande quel est son passé ou autre. » Et pendant que je vais jouer le personnage, par exemple, je construis la vie du personnage. Et là, pour moi, c'est vraiment fascinant que de pouvoir construire, entre guillemets, en tandem avec le joueur, sur cette idée du comment est-ce qu'on va créer l'histoire qui me plaise et qui lui plaise, et qui soit une histoire qui nous reste comme un souvenir partagé, qu'on ait envie de raconter à d'autres, mais de se rappeler nous-mêmes. Et de voir ensuite l'impact que ces créations aura. Et donc, c'est un processus créatif qui suit vraiment le mouvement, non pas du groupe ou seulement du joueur, mais vraiment de ce que le joueur a envie, des actions des joueurs, de ce qu'ils veulent, des émotions qu'ils vont partager, vivre, ou qu'ils auront envie de vivre. Et c'est comme ça, en tout cas pour moi, facile de créer tant qu'on joue. Par contre, c'est clair que c'est plus compliqué si je suis à l'extérieur et que je dois me dire, d'accord, de quoi est-ce que mes joueurs auraient envie? En sachant que peut-être la prochaine session, ils seront d'une certaine humeur, ou ils sortiront d'une journée particulière qui va peut-être avoir complètement bouleversé leur manière d'être habituelle. Et où ce jour-là, si j'écris en avance la session, je ne pourrais pas complètement répondre
à ce qu'ils cherchent de la session. Donc pour moi, le processus créatif, il se fait autour de la table, derrière l'écran, quand je suis concrètement en train de suivre les joueurs et d'essayer de donner vie, d'animer ce monde autour d'eux en fonction de leurs envies et de ce qu'ils ressentent. Donc c'est vraiment, vraiment très en tandem avec les joueurs que je vais pouvoir comme ça créer. Ok, et ben je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Je crois que c'était une belle. À vous quatre, vous avez écrit une belle lettre d'amour à notre loisir favori. Je vous remercie encore une fois pour votre présence ce soir, d'avoir accepté de venir nous parler, d'avoir présenté des choses hyper intéressantes. Je vais reprendre encore un tout petit peu la parole pour clore la session. Mais voilà, je voulais déjà vous remercier tous les quatre d'avoir été là ce soir et c'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci Merci pour à toi et à l'invitation. tous. Merci à vous. Beaucoup. Et merci à tous les autres intervenants, c'était chouette. Mm. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, JDRID, c'est fini. J'ai encore quelques petits mots de la fin. Alors, c'est pas tout à fait fini parce que si vous voulez prolonger la soirée, c'est la première information. Vous pouvez rejoindre notre bar virtuel. Je vous mets le lien dans le chat maintenant. Ce bar virtuel, c'est un peu un mélange entre Pokémon et Discord, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit personnage que vous pourrez déplacer sur une petite carte virtuelle pour aller parler à des gens. Et vous entendez et vous voyez les gens qui sont proches de vous. Voilà. Donc je vous encourage vivement à nous rejoindre là-dessus pour prolonger un petit peu la soirée. Il me reste plus qu'à remercier des gens. Tout d'abord, vous qui avez été présents pendant la soirée, merci d'avoir suivi. Merci de nous avoir permis de faire ces conférences malgré la pandémie, d'avoir quand même un petit bout d'orchidée présent sur Internet ce soir. On espère que vous avez eu autant de plaisir que nous. J'aimerais remercier encore une fois nos 4 invités. C'était vraiment super intéressant et on a eu beaucoup de plaisir à vous entendre. Et j'aimerais aussi remercier mes camarades d'aventure, Audrey, Adrien, Tali, Steph et le reste du comité, puisque j'ai été la face visible d'Orchidée ce soir, de JDRID ce soir, mais évidemment, il y a plein de monde derrière qui a travaillé pour vous offrir cette soirée. Merci encore de nous avoir suivis. On postera ces vidéos sur le net, donc vous pouvez les retrouver. Dans le futur, elles seront archivées à jamais sur les serveurs de YouTube. Merci encore de nous avoir suivis. On espère vraiment, vraiment, vraiment pouvoir vous retrouver en vrai l'année prochaine et on se réjouit déjà. Et il ne